Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Comme chaque dimanche, c'est votre parenthèse, votre rendez-vous économique, toujours en compagnie de Monsieur Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Maxime. Et au programme d'Osez entreprendre pour commencer. Eh bien, comment une maison née il y a 150 ans a réussi à traverser le temps sans perdre son élégance ni son audace? Je vous raconte l'histoire de Lancel. Et on va parler innovation technologique et montagne, évidemment, avec la Lepinoncelli, fondatrice de Skiff avec 2 i, le GPS collaboratif des pistes de ski. Comment passe-t-on d'une idée sur un télésiège à une application déployée dans 200 stations et primée à l'international? Et puis un sujet qui concerne toutes les équipes dans les entreprises, les fameux non-dits. Ah oui. Ces tensions silencieuses qui minent la confiance et sabotent la performance. Je vous explique tout dans un instant. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Et pour commencer, en ce dimanche, mon cher Thomas, on revient sur une maison emblématique de la maroquinerie de luxe à la française. C'est Lancel, c'est une marque parisienne qui incarne l'élégance, l'innovation et le savoir-faire artisanal. D'où vient cette success story? Tout commence à Paris en 1876. Angèle et Alphonse Lancel créent un atelier d'accessoires pour fumeurs, mais très vite, la maison anticipe les évolutions de la société, notamment la montée en puissance des femmes, et développe des porte-cigarettes, des sacs à main, puis une véritable ligne de maroquinerie. Et c'est leur fils Albert qui va ensuite structurer l'entreprise. Oui, Albert Lancel prend les commandes en 1901 et transforme la maison en une marque de luxe à part entière. Il développe 4 univers, la maroquinerie, les accessoires, le bagage et l'art du cadeau. Lancel devient encore un peu plus pionnière dans le commerce de luxe avec un flagship visionnaire aux 8 places de l'Opéra à Paris. Et Lancel, c'est aussi une très longue tradition d'innovation. Absolument Maxime, parce qu'en 1927, elle lance le premier briquet de poche automatique. En 1987, 60 ans après, le Saxo Elsa devient le best-seller. Et aujourd'hui, encore des créations de la maison jouent sur les textures, les contrastes, les détails sophistiqués. Le tout toujours produit dans les ateliers florentins de haut niveau. Et aujourd'hui, quelle est la vision de la marque? Aujourd'hui, Lancel revisite ses classiques comme le fameux rouge Lancel et le double L. Elle s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, propose des sacs, des bagages, des accessoires. Plus qu'une maison de luxe, c'est une destination cadeau, intemporelle et audacieuse, une belle alliance entre héritage et modernité. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Et dans ce numéro d'Osez entreprendre, notre premier invité, mon cher Thomas, c'est la Lepinoncelli, la fondatrice de Skiff, qui est le Waze, on peut le dire ainsi, des pistes de ski. C'est une application gratuite qui permet de vous géolocaliser sur les pistes de ski et qui est devenu le premier GPS collaboratif et multistation européenne. Bonjour la Lepinoncelli. Bonjour. On vous avait reçu en janvier 2024, quasiment au démarrage de Skiff. Je rappelle donc Skiff, ça s'écrit avec 2 i pour ceux qui veulent chercher en même temps sur leur téléphone portable. Avant de regarder le chemin parcouru depuis un peu plus de 2 ans, rappelez-nous ce qu'est cette application. Alors Skiff, merci déjà à tous les deux pour l'invitation. Skiff, c'est le premier GPS, comme vous disiez, pour les pistes de ski. Donc en fait, concrètement, ça vous permet de vous repérer, de ne plus avoir de plan papier. Donc plutôt que d'ouvrir un plan papier illisible, vous ouvrez Skiff, c'est gratuit, vous le téléchargez facilement et ça vous met un point bleu puisque c'est du GPS, donc pas besoin de réseau téléphonique. Ça vous permet d'aller d'un point A à un point B. Par exemple, si vous cherchez des toilettes les plus proches ou un restaurant, ça vous donne l'itinéraire pour y aller. Donc ça remplace encore une fois le plan papier. Et puis ça vous permet de repérer vos proches sur les pistes de ski, puisqu'on a créé un univers assez fun autour avec des petits avatars. Et comme on sait que on ne skie pas forcément tous en famille au même niveau ou dans un groupe, vous pouvez voir où se situent vos amis ou votre famille, vos proches. Et enfin, pourquoi on a dit le Waze du ski, c'est que ça vous permet de signaler des événements. Par exemple, si vous êtes dans une file d'attente d'une remontée mécanique, vous pouvez dire, comme au début Waze, c'était là il y a du monde. Donc en fait, quand vous ouvrez l'app, vous avez les points rouges et vous pouvez aller dans un autre secteur, donc diffuser le flux. Et enfin, il y a un bouton SOS qui vous donne votre géolocalisation en cas de détresse exacte pour les secours. Alors on en reparlera tout à l'heure justement de ce bouton de détresse. Mais c'est quand même assez incroyable l'histoire qui est la vôtre, parce que c'est une première mondiale. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Absolument. Et même 2-3 ans après, entre l'idéation et la réalisation, personne n'est venu sur votre domaine. Non, personne n'est venu sur notre domaine et je pense que ça s'explique par le fait que l'on soit multistation et libre.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les stations de ski, vous avez, c'est très siloté. Il y a des offices du tourisme, des remontées mécaniques, etc. Et que chacun a son application mobile. Donc, Skiff n'est absolument pas concurrent des applications mobiles des stations, puisque nous, on est un GPS. Chacun fait très bien son job. On a plein de choses qui existent que dans les applications des stations. Et nous, en fait, on a cette liberté de pouvoir ouvrir. On a développé pour pouvoir industrialiser, pour pouvoir ouvrir n'importe quelle station. Donc, en Europe, là, on est en train de réfléchir à ouvrir l'Allemagne. On peut ouvrir n'importe quelle station et la mettre et l'onboarder sur Skiff, en fait. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs en herbe, c'est assez intéressant votre histoire, parce qu'en fait, tout part d'une observation, parce que c'est avec votre fille, en fait, durant l'hiver 2021, alors vous êtes toutes les deux sur un télésiège, que votre fille a l'idée, quelque part, de ça, indirectement. Et elle vous suggère cette idée, c'est là où vous dites, il y a quelque chose à faire. Absolument. C'est ma fille Fanélie qui a eu cette idée, qui m'a dit, écoute maman, c'est quand même le seul endroit où il y a encore des plans papier, c'est au ski. Il faudrait qu'il y ait un Waze ou un Google Maps pour le ski. Et je pense que beaucoup de vos éditeurs ont dû y penser. Quand je croise beaucoup de personnes qui me disent mais c'est dingue, j'avais eu cette idée, c'est vrai. Donc parfois les idées les plus simples sont celles qui réussissent le mieux. Et après, ce qu'il faut faire, c'est il faut s'entourer, il faut chercher, il faut comprendre pourquoi ça n'existait pas. Donc avant d'être le Skiff d'aujourd'hui, il y a eu quand même une saison où on a fait un POC, ce qu'on appelle un Proof of Concept. Où je me suis entourée des meilleurs développeurs, des meilleurs product owners, et j'ai eu de la chance, j'ai une équipe formidable autour, hyper engagée, qui ont creusé, etc. Et on s'est dit, allez, go, ça n'existe pas, ça répond à un besoin, allons-y. Et aujourd'hui, il y a 450 000 utilisateurs. Alors, c'est intéressant aussi ce que vous venez de dire il y a un instant en disant que vous avez croisé des gens qui vous ont dit « j'avais eu l'idée », mais on sait bien d'ailleurs dans le domaine de l'entrepreneuriat, et beaucoup d'entrepreneurs, encore une fois, qui nous écoutent vont le confirmer, 10% c'est l'idée, 90% c'est la réalisation. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont l'idée, mais pour autant, ils ne l'ont pas fait. Ah bien sûr, c'est ça, c'est tout. Et heureusement pour moi. C'est toute la difficulté d'ailleurs. Oui, pour vous. Heureusement. Ouais. Mais c'est toute la difficulté. Et c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance d'évoluer dans un milieu numérique, puisque j'étais aussi au conseil d'administration de la French Tech de Lyon-Saint-Étienne. J'ai toujours été j'ai eu cette appétence pour le numérique depuis 15 ans, puisque ma première boîte s'appelait Adopt le Digital. Donc c'est c'était quand même une appétence dès le départ. Et finalement, de digitaliser ces plans papier et ça m'a tout de suite parlé. Donc après l'idée, c'est beaucoup de travail, je vous dis. Alors, non mais ça, j'en doute pas. Donc Skiff aujourd'hui, c'est 200 stations qui sont référencées dessus. C'est combien d'abonnés ou d'utilisateurs ? Alors, nous sommes présents dans 5 pays européens. France, Italie, Suisse, Autriche, Espagne. C'est 200 stations européennes, 200 domaines européens, donc beaucoup plus de stations. Et puis aujourd'hui, on a dépassé les 450 000 utilisateurs. Donc vous téléchargez gratuitement l'application, on vous demande rien, mais vous ne serez considéré comme utilisateur à partir du moment où vous l'avez utilisé au moins une fois. Donc on ne compte pas les téléchargements, on compte vraiment les utilisations. D'accord. Et on se rend compte d'une chose aussi, c'est qu'un skieur qui découvre Skiff, il le fait télécharger à 3 personnes autour, souvent une famille ou 3 amis. Donc c'est vraiment exponentiel, parce que comme il y a cette idée aussi de retrouver ses amis, de voir où ils se situent dans le domaine, c'est exponentiel. Et le modèle économique, c'est quoi concrètement ? C'est les utilisateurs, c'est gratuit pour eux, c'est payant pour eux ? Alors c'est totalement gratuit pour l'utilisateur, et ça le sera toujours. C'est vraiment comme vous avez téléchargé Waze à l'époque, je pense que vous ne vous en souvenez pas. On a levé tous les freins du téléchargement. En 3 minutes, vous téléchargez. Et après, c'est payant pour les stations et les annonceurs. C'est-à-dire qu'on a parallèlement, ce que l'utilisateur ne voit pas, c'est qu'on a développé un logiciel SaaS qui s'appelle Skiff Pro, que l'on vend aux stations. Donc on a par exemple Le Grand Bornand et Verbier qui ont pris ces logiciels. Il y a plusieurs strates, de la personnalisation à l'outil de communication, et ça leur permet d'avoir des données descendantes, ça leur permet de diffuser des flux, de pousser des alertes de sécurité. En ce moment, c'est très important. Ils poussent des alertes de sécurité à leurs utilisateurs. Justement, c'est là-dessus que je voulais venir. Est-ce que c'est pas votre bouton SOS, etc., qui est le plus produit réellement de cette application ? Est-ce que c'est pas là-dessus que vous allez faire la différence, au-delà de tout le reste ? Alors, étant donné que nous, on est quand même spécialisés dans la piste et que on pousse vraiment des communications en disant aux utilisateurs, attention,
vous restez sur les pistes et ce qui prévaut, c'est la signalétique de la station. Donc ce bouton SOS, il sert surtout aux secouristes parce que moi j'ai beaucoup d'amis pour localiser. Ouais. J'ai eu beaucoup d'amis. C'est en échangeant avec des amis secouristes qui m'ont dit on a cette problématique, les gens ne savent pas sur quelle piste ils sont. Ils savent la remontée qu'ils ont prise, mais ils ne savent pas la piste. Alors là, ils ont leur latitude, longitude, donc ils arrivent à repérer. Je ne souhaite pas que ce soit le bouton le plus utilisé sur Skiff. Bien sûr, mais c'est un atout différenciant. Mais c'est complètement un atout. Et puis, il est très visible. Et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a mis le 112 en appel. Et quand il n'y a pas de réseau téléphonique, Skiff fonctionne puisque c'est du GPS. Et donc, il y a beaucoup de zones blanches. Et là, vous appelez le 112 qui vous transfère aux secouristes de la station et vous donnez la latitude, longitude. En 2-3 ans, 220 domaines, 450 000 skieurs. Dans 2 ans, si on vous reçoit, vous nous dites quoi, d'après vous ? Dans 2 ans, je vous dis, je suis aux États-Unis. Enfin, nous sommes aux États-Unis et peut-être donc ça, au Japon. Le projet. Ouais, le projet, c'est Japon, États-Unis et peut-être Chine. Eh bien, on vous recevra pour vérifier tout ça. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Lalé Pinoncelli, d'être passé du côté d'Oser Entreprendre ce matin. Et je rappelle donc que vous êtes la fondatrice de Skiff, qui est la première application de géolocalisation pour skieurs, comme vous l'avez entendu. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Alors là, mon cher Thomas, pour conclure ce numéro d'Oser Entreprendre, on va s'intéresser à un sujet qui concerne énormément de monde et dans beaucoup d'équipes au travail. C'est les fameuses tensions, vous savez, c'est les fameux non-dits, les fameuses frustrations qu'on garde pour soi. Pourquoi les non-dits sont-ils donc si dangereux, monsieur Thomas Binet ? Eh bien, Maxime, parce que les non-dits ne disparaissent jamais, ils s'accumulent. Au début, c'est une petite gêne, puis ça devient une interprétation. Et très vite, ça va se transformer en ressentiment. Le problème, c'est que l'équipe continue d'avancer, mais avec un sac à dos invisible rempli de malentendus. Et un jour, ça explose. Pas forcément sur le vrai sujet, d'ailleurs. Souvent, c'est un détail qui met le feu aux poudres. En réalité, les non-dits coûtent cher, en énergie, en confiance et en performance collective aussi. Mais alors, comment un manager peut justement essayer d'ouvrir le dialogue sans créer davantage de tension ? La clé, c'est de créer quand même un espace sécurisé. On ne force jamais quelqu'un à parler. En revanche, on peut poser un cadre clair. Ici, on peut exprimer un désaccord sans être jugé, peut-on dire. Ça passe par des rituels simples, des points d'équipe où l'on sollicite le débat entre collaborateurs et avec la hiérarchie. Et surtout, il faut accepter d'entreprendre des choses inconfortables. Le manager doit montrer l'exemple, reconnaître ses propres erreurs, remercier celui qui ose parler. C'est comme ça qu'on transforme un moment potentiellement conflictuel en opportunité de progression. Mais si, dans la situation, malgré tout, personne n'ose s'exprimer, comment on fait ? Eh bien, il faut recommencer, mais là, en face à face, Maxime. Les non-dits sont souvent liés à la peur du conflit, peur des représailles, peur d'être mal perçu par l'équipe. En individuel, la parole se libère plus facilement. Une question simple peut tout changer. Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ma manière de travailler avec vous ? Là, on renverse la posture. On montre qu'on est prêt à se remettre en question et petit à petit, la confiance s'installe de nouveau. Parce qu'au fond, une équipe performante, ce n'est pas une équipe sans tension, c'est une équipe qui sait en parler. Vous savez, le problème des équipes du Grand Matin Week-end, mon cher Thomas, c'est que le problème, c'est qu'il n'y a absolument aucun non-dit, ce qui est un autre problème qu'on abordera peut-être. On en parlera dans une autre chronique. Ça, c'est sûr. Tout de suite, on se retrouve pour Oser Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.